Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast sur l'actualité du plus grand club d'Italie by Milan Actu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann et de Théo. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut à tous. Milan a été tenu en échec sur la pelouse du Napoli, 2 buts partout. Ouverture du score de Théo Hernandez sur un super travail de Rebic à la 20e minute. Di Lorenzo égalisera, puis Mertens donnera l'avantage en deuxième période pour le Napoli, avant que Kessié transforme un penalty à la 73e minute. Sommes ici pour débriefer tout ça. Tout d'abord, Théo, qu'as-tu pensé de cette rencontre ? Bonjour à tous. Si je vous parle du 25 octobre 2010, cette date vous dit peut-être pas grand-chose, bien sachez que c'est la dernière victoire du Milan AC à San Paolo ou de l'AC Milan. Eh bien, cette date va encore rester d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques décennies dans l'histoire, puisque Milan ne s'est pas imposé hier soir. Score final 2 buts partout, comme tu le disais très justement, Guillaume. Un match où le 4-2-3-1 a été reconduit du côté de Stefano Pioli, 4-3-3 classique en face pour Gennaro Gattuso, qui voyait également ses premières retrouvailles avec le club qui coachait l'année précédente. Un match globalement équilibré. On a vu des fragilités défensives assez éclatantes du côté des visiteurs. Beaucoup de vivacité du trio du Napoli, mais on commence à avoir l'habitude. Et puis voilà, Di Lorenzo qui inscrit son 3e but de la saison. C'était un match assez intense. Le résultat se veut assez décevant pour les deux équipes. Milan avait l'occasion de faire tomber un 4e gros après avoir battu la Juve, la Roma et la Lazio. Et le Napoli de se distancer un petit peu dans cette course à l'Europe. On rappelle que le Napoli, après cette rencontre, ils ont désormais 2 points d'avance sur Milan. Le Napoli est 6e avec 52 points. Et juste derrière eux, les Milanais avec 50 unités. Yann, une réaction ? Pour moi, c'était un match difficile. Déjà, je pense qu'on peut s'estimer heureux d'avoir ramassé un petit point du San Paolo hier soir. Ce que j'ai trouvé excellent hier soir, déjà, c'est le jeu des Napolitains qui était vif, avec des milieux de terrain absolument fantastiques pour moi. J'ai envie de parler de Zielinski ou de Fabian, qui sont pour moi des milieux de terrain exceptionnels, ce qui nous manque clairement chez nous. Et le trio d'attaque qui nous a fait beaucoup de mal, tu l'as dit Théo, beaucoup de vivacité avec Insigne, Mertens et Callejon qui ont été vraiment très bons hier soir. Sinon, dans l'ensemble, notre match était très petit. On l'a vu à la mi-temps, un tir cadré, un but de notre part. À la fin du match, on termine le match avec 4 tirs, dont 3 cadrés. C'est pour moi une des plus mauvaises performances que l'on a vues de la part des Milanais depuis le retour du coronavirus. Oui, pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match de positif. Il y a des joueurs comme Ibra qui sont totalement passés pour moi à côté de leur partie. Paqueta aussi qui est pas dans son rôle, qui est aussi complètement passé à côté de son match. Akan qui nous avait aussi montré de belles choses ces derniers temps, qui était aussi complètement à côté. Donc, match très compliqué du côté des Rossoneri. D'accord, mais finalement, est-ce que c'est pas justement une bonne chose que, au vu de la rencontre qu'on a vue, on a tous vu le même match et nos joueurs n'étaient pas en forme, qu'on arrive quand même à récupérer un point face à Naples, chose que je pense qu'1 an en arrière ou même 6 mois en arrière, c'est le genre de match qu'on perdait largement, surtout quand tu vois la prestation individuelle de nos joueurs ou comme tu dis, Zlatan pas dans le coup, Paqueta, Conti, etc. non plus, et on arrive quand même à faire 2-2 dans ce style de match. Donc, il y a quand même quelque chose à retenir là-dessus qui est réjouissant pour ma part. Alors oui, c'est le côté positif. Je suis totalement d'accord avec toi. Si on veut voir le verre à moitié plein, je suis d'accord qu'il faut voir le fait qu'on a réussi à accrocher un 2-2 face à Naples, qui est quand même une équipe qui, ces derniers temps, est en pleine bourre. On va pas se mentir. Très récemment championne d'Italie, qui propose un jeu, moi, je trouve très attractif, vraiment beau à voir. Et donc oui, prendre un point au San Paolo, c'est quelque chose de très positif. Après, moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est notre jeu qui pour moi n'avait pas de sens. C'était un peu, on essayait de balancer devant. Si Zlatan pouvait la dévier de la tête pour Rebic ou Paqueta, tant mieux. Sinon, on recommençait sur des. Il n'y avait pas de construction, mais c'est un peu C'est un la peu le reflet problématique du de moment. cette première mi-temps face à la Juve, finalement. C'est Oui. cette première période. Après, on jouait quand même une équipe en forme et c'est vrai que pour le coup, Guillaume, on a tendance à être peut-être un petit peu trop exigeant, mais c'est parce que le niveau de l'équipe tend à s'améliorer et forcément de passer d'une défaite assurée, comme ça aurait pu être le cas il y a quelques saisons, à accrocher le point d'un match nul.
certes, si on se penche sur le contenu, c'est peut-être pas forcément aussi glorieux que ça en a l'air, mais on a le droit d'être déçu, je pense, parce que dans la manière, dans la proposition et surtout par rapport aux hommes en forme sur lesquels on avait pu se reposer sur les précédentes rencontres, force est de constater qu'hier, il y aura eu des bons joueurs, mais il y aura surtout eu des déceptions. Ouais, pour ma part, je trouve qu'on est assez bien rentré dans le match. Sur les 10 premières minutes, on est présent dans les duels, etc. Après, très vite, le Napoli arrive dans un temps fort, débute un temps fort de plus de 20 minutes, je pense. Pour le coup, nous marquons dans un temps fort du Napoli, où Napoli enchaîne 3 grosses occasions avant que Rebic, sur un gros travail de Benasser tout d'abord, mais ensuite Rebic offre un caviar à Théo Hernandez qui conclut. La première période de Rebic est à noter pour ma part, où je trouve vraiment qu'on a affaire à un joueur puissant, rapide, mais vraiment puissant parce qu'il était face à de gros, à de gros joueurs en défense côté Napoli. Et je trouve que vraiment, c'est un joueur qui arrive vraiment à faire la différence. Après, il y a eu un peu plus de déchets en seconde période. Mais dans l'ensemble, en première période, on se fait bouger, mais on répond présent et on arrive à marquer dans un temps fort du Napoli, chose qui nous arrivait plus dans le sens inverse que pour nous. En deuxième période, j'ai noté un peu plus d'approximation. On perdait beaucoup plus de ballons, on était moins en assurance et ça se voit avec le but que l'on prend par Mertens, où Mertens est tout seul autour de 4 Milanais, mais personne ne se parle. Je tiens aussi à noter qu'on est présent encore dans ce match à ce moment-là grâce à Donnarumma qui fait une première période extraordinaire avant de faire peut-être une petite erreur de main sur les 2 autres buts. Mais Donnarumma nous sauve vraiment cette première période. Après, voilà, c'est un match poussif qu'on a fait. Je pense qu'il était difficile d'espérer mieux. Dans l'ensemble, on va pas pleurer de ce match nul, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est ces 7 points pris face à la Lazio, la Juve et Napoli. Et il faut vraiment s'en réjouir. On a battu une stat qui était là depuis 2012. C'est 6 matchs consécutifs en marquant au moins 2 buts, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc ça aussi, c'est réjouissant. On retrouve de l'efficacité devant le but. Donc c'est à retenir. Pour finir là-dessus, sache que si on devait faire un podium sur ces 5 dernières rencontres, sache que c'est Sassuolo qui occuperait la première place, l'Atalanta. Et si je te parle de ce classement, c'est que le Milan AC serait troisième de ce classement sur les 5 dernières rencontres. On prend 11 points, quand un Inter n'en prend que 8, le Napoli n'en prend que 10 ou la Juventus 10. C'est un état de forme qui reflète très clairement les différentes remontées ou les différentes révélations sur cette deuxième partie de saison. Et le Milan AC en faisait partie, le Napoli aussi. Donc c'était un match entre deux équipes qui avaient tendance à retrouver un petit peu de leur couleur, même si bon, le classement définitif, après quasiment 33 journées disputées, puisque la 32e journée s'est finie hier soir, et voilà, on est quand même face C'est ça. à un championnat qui est bien relancé dans cette deuxième partie de C'est saison. ça. Et surtout, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus agréable à regarder les matchs du Milan. Juste avant le confinement, j'étais dans un état critique psychologiquement, où les purges qu'on se tapait sur les dernières rencontres avant le confinement, mais c'était à se mettre des balles. Je reconnaissais plus mon Milan. J'avais envie d'arrêter de regarder ces matchs. C'était de la souffrance plus qu'autre chose. Et depuis le déconfinement et la reprise de la Serie A, je prends vraiment du plaisir à regarder mon Milan marquer des buts, continuer à attaquer quand elle est devant au score ou quand elle doit rattraper un but. C'est vraiment un Milan plaisant à regarder. Et merci à Pioli et peut-être au coup de pouce de Zlatan pour ce Milan AC, ce nouveau Milan AC. Voilà, on va clore un peu cette partie et on va arriver au top et au flop, les gars. Tout d'abord, vos tops. On va commencer avec Yann. Alors, mes tops, depuis la reprise après le déconfinement, il apporte vraiment quelque chose à l'équipe. Tu parlais d'un Milan que tu n'as plus trop plaisir à regarder avant le confinement. Maintenant, c'est devenu constamment un joueur qui est dans les tops, c'est Kessie. Pour moi, il fait une paire avec Benasser au milieu du terrain qui est vraiment très bonne. Il sait relancer la balle, il récupère beaucoup de ballons. Il est partout sur le terrain, il est absolument partout sur le terrain. Et on retrouve un peu le Kessie qu'on avait aimé en début d'aventure à Milan. Donc c'est très plaisant et ça me fait très plaisir de retrouver ce joueur qui est ces derniers temps physiquement vraiment très très présent et qui à la relance et techniquement qui ne perd que très peu de ballons. Il en perd certes encore quelques-uns. Hier soir, il en perd un très important.
Et on le sait, à ce poste-là, comme Benacer, perdre un ballon, c'est presque mortel. Si vous êtes en poste de numéro 6, que vous n'avez plus votre défense derrière vous, que vous perdez un ballon, c'est très compliqué. Donc, c'est un poste où il faut vraiment être très régulier, perdre un minimum de ballons. Et ces derniers, Kessie le fait très, très bien pour ma part. Ensuite, Jimmy Rebic, tu en as parlé juste avant. Pour moi, on a vraiment affaire à un joueur qui peut faire la différence tout seul. Il est très rapide, physiquement, il est très puissant. Il a réussi à tenir le choc hier soir face à des défenseurs comme Milenkovic ou encore Koulibaly. Il adresse une passe décisive excellente pour Théo Hernandez. Donc, il fait forcément partie de mes tops. Ensuite, comme troisième top, j'ai mis Théo Hernandez. Il a des capacités physiques. Pour moi, c'est absolument incroyable. Ses déboulés sur le côté gauche sont absolument folles. Un défenseur gauche qui arrive à mettre des reprises de volée pareilles, d'une telle précision, qui a une qualité de finition telle que lui, c'est absolument super. Donc, pour moi, il fait partie des flops, même si sur Des tops. certains passages défensifs, ça reste quand même limité. Je pense notamment à l'égalisation, au 2-1 de Naples où Callejon peut se balader sur le côté gauche et où Théo reste assez passif. Mais pour son apport offensif, pour moi, c'est absolument génial de pouvoir compter sur un latéral gauche de cette qualité. Très bien. Théo, t'es top à toi. Je vais commencer par le passeur décisif de cette rencontre. Le premier passeur décisif, Ante Rebic, côté milanais, qui m'a globalement impressionné. Son positionnement me trompe toujours un petit peu sur la feuille de match, mais il a cette polyvalence sur le front de l'attaque qui est toujours aussi plaisante à suivre. La manière avec laquelle il se retourne pour la centrer pied gauche pour le premier but de Théo Hernandez, il faut vraiment avoir confiance en son pied gauche parce qu'il aura pu la tenter croisée, il aura pu la jouer en retrait. Et même si le centre deuxième est extrêmement bien joué, ça prouve aussi toute la polyvalence que l'attaquante croate peut avoir. En deuxième top, évidemment, Kessié, son nouveau petit but, le troisième de la saison. On en avait parlé la semaine dernière. Il marque son troisième but, une nouvelle fois sur penalty, l'Ivoirien. Toujours aussi sobre et impressionnant dans ce double pivot. Je tiens également à souligner qu'Ismaël Bennacer était sous la menace d'une suspension comme Alessio Romagnoli, mais qu'ils n'ont tous les deux pas pris de jaune. Donc petit bol d'air avant le match face à Parme. Et puis je vais finir sur un troisième joueur qui m'a un peu plus impressionné que sur les précédentes rencontres, mais que j'ai trouvé tout aussi important, c'est Bonaventura. Parce que certes, son contrat se finit le 30 juin. Certes, c'est un joueur qui aura marqué le Milan, peut-être un petit peu par ses blessures, parfois par ses coups de folie, mais son entrée était très intéressante hier. Et pour un joueur qui est en fin de contrat, qui se contente de bout de match, souvent de 30 minutes de titularisation ou de temps de jeu, je trouve ça remarquable d'avoir toujours cette envie, cette niaque, de finir quand même cette saison avec ce club. Et sa rentrée, qui plus est face à un Hakan Çalhanoğlu qui est passé complètement à côté de sa rencontre, a apporté quand même un petit bol d'air au poste de milieu offensif. Très bien. Pour ma part, en troisième position de mes tops, j'ai Donnarumma pour sa grosse Oui. première période, vraiment où il nous maintient en vie, des parades à répétition. J'ai notamment en tête une mine, je ne sais plus de quel joueur napolitain. Alors c'est un hors-jeu juste avant, mais Oui, il le met une hors-jeu mine. signalé, mais l'arrêt est extraordinaire. L'arrêt est extraordinaire et sur le moment, voilà, Donnarumma. Sur une des premières offensives aussi, Conti prend le Oui, bouillon, c'est Dries Mertens. Elle passe entre les jambes de Simon Kjær, il va la chercher opposée. Elle est belle cette impressionnant. claquette là au Ouais, sol. ouais. Donc voilà, donc ouais, et puis grosse, mais après c'est une des forces de Donnarumma, qui est très grand, mais qui met vite au sol, c'est assez impressionnant, son jeu au sol. En deuxième position, j'ai Bennacer. Donc bien sûr qu'Essien a fait un beau match, hein, il était dans mes mentions honorables, mais je tiens vraiment à souligner le Bennacer aujourd'hui qui a vraiment été au niveau de Kessié pour le coup, qui a été vraiment très bon dans la récupération, dans les interventions et dans la relance, un jeu vers l'avant très rapide, très bon aussi, très juste, c'est très peu de pertes de balles. Donc voilà, pour le coup, j'en attendais un peu plus ces derniers temps, je le trouvais dans l'ombre de Kessié, mais là il a répondu présent sur ce match-là. Ouais, pour moi, vous me connaissez, vous me connaissez peut-être un peu maintenant sur le cas Benacer. Je l'ai trouvé excellent hier soir. Si je ne l'ai pas mis, si je le trouve excellent, c'est de sa paire avec Kessié. Je les trouve vraiment très complémentaires, les deux excellents. Il a perdu pratiquement aucun ballon hier soir. Petit moins qui m'a fait ne pas le mettre dans mes tops, c'est sur le deuxième but de Mertens que j'ai regardé et re-regardé, où Benacer suit Mertens tout au long de l'action.
Et au dernier moment, je ne sais pour quelle raison, Benacer s'arrête et laisse la place à Mertens pour avoir tout le loisir de la mettre au fond. Mais Le, j'ai con- également noté un très très bon match de Benacer hier soir avec très peu de pertes de balles, si ce n'est aucune. le contre-appel de Benacer est extraordinaire aussi. Je vois très bien de quel retour De, défensif Mer tu parles. de Mertens, Mais tu veux dire? de Mertens, pardon. Ouais. Oui, Ce contre-appel-là est fou. Enfin, c'est typique des grands attaquants, mais piquer premier pour au final Mm. reculer son corps et se montrer disponible à l'entrée de la surface, généralement sur un centre retrait, c'est très très compliqué à défendre. Surtout que la frappe est contrée derrière par Alessio Romagnoli, ce qui dévie légèrement la trajectoire. Mais même s'il est fautif sur l'action, c'est quand même un mouvement d'attaquant qui est très très raffiné et on n'en Tout à attendait fait. pas moins d'un attaquant comme Dries mhm. Mertens. Tout à fait. En top numéro un, j'ai Théo Hernandez pour vraiment sa très belle deuxième période aussi. Je l'ai trouvé bon défensivement. Alors voilà, peut-être qu'il ne fait pas le travail nécessaire sur Kairon qui amène le deuxième but, mais sinon, il a vraiment été présent défensivement avec pas mal de contres, etc. Et puis, quand il se projette vers l'avant, c'est vraiment alerte rouge sur la défense de Naples parce qu'il se projette vraiment très vite. Il a eu une bonne qualité de centre aussi. Donc voilà, il conclut par un très beau but. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu marquer, notre chouchou. Donc voilà, donc très bonne période, très beau match de Théo Hernandez. On va passer au flop maintenant, les gars. Yann. Oui, alors au niveau des flops, j'ai tout d'abord Conti. Je pense que tout le monde est d'accord. Personne ne va venir me dire le contraire. C'est un joueur que j'adorais en arrivant à Milan, que j'ai Oh là là. trouvé dès le premier match à Milan excellent et qui s'est totalement perdu après sa blessure et qui est même plus l'ombre de lui-même. Chaque fois qu'il touche le ballon, on a peur. Son côté droit face à Insigne, ça passait beaucoup trop facilement. 11 fois sur 10, hein, je pense. Ça passait tous les jours. C'était catastrophique. Et pour moi, c'était une prestation catastrophique de Conti. Et puis, on en a parlé la semaine passée lors de nos souhaits de transfert. Pour moi, c'est vraiment un rôle où on doit investir absolument dans un latéral droit. Car que ce soit Conti ou Calabria, chaque match, c'est notre côté où si l'action adverse part de ce côté-là, on est pratiquement sûr que le ballon va arriver dans la surface où il va y avoir un danger. Donc pour moi, Conti, c'est vraiment un immense point faible de notre effectif. Et hier soir, il l'a encore prouvé, une incertitude. C'était vraiment très compliqué hier soir. Il n'a pas été aidé par son collègue qui jouait un cran devant lui. Je vais en revenir tout à l'heure. Ensuite, pour moi, Hakan Çalhanoğlu, qui passe hier soir totalement à côté de sa partie. Euh, il est très difficile à trouver. Il avait de la peine à faire sa place en 10 au milieu de ce terrain. Dans ses passes très imprécis, difficulté de prendre l'homme de vitesse ou de faire un crochet comme il l'avait fait ces derniers temps lors de nos derniers matchs. Donc pour moi, oui, vraiment grand raté hier soir la partie d'Akan. J'ai voulu mettre aussi Ibrahimovic qui est passé à côté de son match, mais en soi, il a un rôle très très ingrat là-devant où il doit être posé au milieu de Milinkovic et de Koulibaly. Ibrahimovic, on sait qu'il est là pour ça. C'est soit il a un petit éclair de génie et on va le mettre dans nos tops, soit il va être un peu inexistant, on va avoir de la peine à le trouver. Et hier soir, c'était le cas. On avait vraiment beaucoup de peine à trouver Ibra. Et sur les quelques passes qu'il a eu à faire, il est aussi également passé à côté. Donc pour moi, c'est aussi un non-match d'Ibrahimovic. Il a joué très bas, Ibra. Je l'ai trouvé dans un très très bas sur le terrain. C'était parfois Rebic et Hakan qui se trouvaient vraiment sur le devant parce qu'il allait chercher le ballon très bas. Il n'est pas resté longtemps à rien faire parce qu'on a très vite vu que vraiment le jeu offensif du Milan allait vraiment se limiter à des dégagements et Ibra à la retombée. Et Ibra est très vite redescendu pour changer la tendance du match. C'est exactement ce qui s'est produit sur le premier quart d'heure, Guillaume. J'ai souvenir d'un contact de Zlatan qui va la chercher deuxième. Il fait faute après sur le porteur de balle. Je crois que c'est Di Lorenzo, mais ouais, on peut s'attendre dans cette compo-là à ce qu'ils reviennent derrière Rebic à venir la chercher. C'est ce qui s'est passé en plus. Tes flops pour Et moi, toi? encore Ouais. juste mon dernier flop, c'est Ah mon oui, gros flop. excuse-moi. C'est mon flop de la saison aussi presque, au vu des capacités du joueur, au vu du prix qu'on l'a payé également. Pour moi, c'est Lucas Paqueta. C'est un joueur qui a d'énormes capacités pour moi. Et hier soir, il était à nouveau pas dans le coup.
Euh, j'ai presque envie de dire ce qui m'a le plus dérangé dans la prestation d'hier soir de Lucas Paqueta, c'est son rôle défensif. On l'a vu ces derniers temps, nos milieux gauche, droit, en la personne de Rebic et Castillejo d'habitude, Mm. ont tendance à beaucoup revenir aider nos latéraux. Et hier soir, Paqueta a essayé, mais pour moi, il n'avait pas cette hargne pour essayer de défendre correctement. Je pense à l'action que vous avez dit qui termine sur le poteau, où Lucas Paqueta est certes devant Lorenzo Insigne qui va armer sa frappe, mais on ne le voit pas, on n'a pas l'impression qu'il a envie de manger le ballon ou de se sacrifier pour empêcher Lorenzo Insigne de tirer. Et c'est un exemple parmi tant d'autres hier soir dans son rôle défensif. Il ne m'a pas forcément convaincu et dans la construction, je sais qu'il est capable de beaucoup plus de choses. On pourra peut-être en reparler du fait qu'il ne joue jamais dans son rôle Oui. de milieu offensif. Pour moi, c'est quelque chose qui pose clairement problème. Mais hier soir, pour moi, c'est un de mes flops, Lucas Paqueta. Très bien. Théo? Bah écoute, je suis globalement d'accord avec ce que Yann dit, mais je vais pointer du doigt un premier joueur qui pour moi fait une entrée à oublier, c'est Salzmaker. Positionné donc un cran plus haut que Conti, il remplace Paqueta dès le retour au vestiaire. Et au-delà de son rouge, d'une stupidité enfin, son croc aux jambes par derrière sur Elmas, sachant qu'il était déjà sanctionné, est d'autant plus incompréhensible. C'est un manque de calme ou de sang-froid. Mais c'est une rencontre qui me fait beaucoup douter sur son avenir, en fait. C'est une option d'achat on a levé très rapidement. C'est un joueur qui, certes, a des grosses capacités en termes d'accélération et de vivacité, mais il va peut-être falloir se poser la question au bout d'un moment de l'avenir de joueur, si ça va être une rotation bis à la Borini, à dépanner couloir droit sur le dernier quart d'heure ou à être titulaire sur des matchs positionnés un petit peu plus haut. Il va devoir avoir une rigueur et un sang-froid et surtout un apport dans les matchs qui fait qu'il va devoir augmenter son standing de jeu. On peut pas se permettre, sa deuxième mi-temps est effarante hier face au Napoli, qui se conclut qui plus est par un rouge. C'est très très mal joué de sa part et c'est une des raisons pour laquelle il figure dans mes flops. Deuxième flop, c'est Hakan Çalhanoğlu, auteur de très belles prestations sur les dernières rencontres. Il s'est voulu particulièrement décevant sur celle-ci. Sa présence dans les flops se veut d'autant plus importante à mes yeux quand on voit ce que Bonaventura a apporté. Au-delà du penalty qu'il provoque, l'international italien a été bien plus intéressant, je trouve, dans l'entrejeu italien. Donc voilà, Hakan Çalhanoğlu en deuxième place, ça me semble mérité. Un peu décevant par rapport à ce qu'il a pu réaliser sur les précédentes échéances. Mais pour moi, c'est mérité. Et enfin, le troisième, ou pareil, il n'y a pas grand doute là-dessus, c'est notre latéral dans Andrea Conti que j'ai trouvé submergé durant l'intégralité de la rencontre. S'il n'est pas forcément directement impliqué sur les deux réalisations, puisqu'il y a parfois d'autres joueurs qui sont fautifs. La première, c'est lui qui provoque la faute, pour le coup. Ouais, et quelle pour faute le coup franc, aussi. Faute stupide. Faute aux 35 mètres. Enfin, mais ça, c'est une autre vision du foot, mais ces fameuses fautes aux 35 mètres, c'est des choses qui, pour moi, c'est pas du tout la vision de beaucoup de coachs qui disent que c'est une faute intelligente ou quoi. C'est, non. pour moi, les fautes les plus dangereuses. On le voit avec Donnarumma qui peut pas faire grand chose. Donc, match compliqué pour le joueur formé à l'Atalanta. Au-delà du fait que Insigne l'a baladé pendant les 90 minutes, je l'ai trouvé complètement à la ramasse. Ça faisait partie des discussions qu'on avait eues lors de notre précédente émission, mais cette priorité de recruter un latéral droit va être de plus en plus importante. Et j'espère sincèrement que peu importe le recruteur, la nouvelle tête ou l'entraîneur de la saison prochaine du Milan, il y aura cette priorité qui sera mise sur ce latéral droit parce que c'est un poste où on va plus pouvoir se permettre des erreurs ou du laxisme parce que là, une doublette que Calabria Conti, c'est plus possible. Très bien. Moi, je rebondis là-dessus parce que pour mes flops, Conti est sans conteste le numéro 1 hier. C'est un joueur que je ne peux plus voir sur le terrain. Je pense que j'ai jamais. Ça fait très longtemps que j'ai pas insulté un joueur comme ça. Je pense que le dernier en date, en mémoire, ça doit être Kalinic. Mais sinon, ça fait très longtemps que je me suis pas autant tiré les cheveux sur un joueur. La performance de Conti, mais c'est en veux-tu en voilà. Il a laissé carte blanche à Insigne. Voilà, ne pas laisser Insigne centrer à chaque fois, mais toutes ces interventions sont en retard, ce sont des fautes stupides. T'es pas loin d'un carton rouge aussi un peu plus tôt dans la rencontre. Enfin, vraiment rien. À côté de la plaque, la dernière action
avec Bennacer au coup franc, l'ultime action où il regarde pas du tout Bennacer et il reçoit la balle, ça montre, ça donne un peu l'exemple sur ce qu'a été Conti sur ce match. Après, moi, c'est pas nouveau. C'est vraiment un joueur que je trouve vraiment à la ramasse, tactiquement, techniquement, physiquement. Je ne sais pas ce qu'il fait dans notre équipe. Voilà, je pense qu'il a le niveau pour jouer le maintien en Serie A, mais à Milan, c'est plus possible de pouvoir compter sur ce style de joueur. Même si Calabria n'est pas non plus exemple de tout reproche, je pense que vraiment lui il a l'ADN Milan et je pense que voilà, il peut faire et il fait largement mieux que Conti. Là, c'était vraiment le match de trop pour ma part. Et heureusement qu'on était dans un bon jour et qu'on récupère le 2-2, mais avec une performance comme ça, et on voit vraiment le contraste avec Théo Hernandez qui est notre top numéro 1 sur son couloir gauche. On voit vraiment ce qu'apporte un latéral d'un côté et vraiment ce en quoi peut vraiment nous compter parce que pour moi, on était 10 sur le terrain. Avec Conti, voilà, en numéro 2, du coup, j'ai Paqueta. J'ai vraiment pas grand-chose à rajouter. Yann, je suis d'accord sur toute la ligne avec toi. Je suis vraiment d'accord qu'il ne joue pas dans son poste, mais je l'ai trouvé vraiment très brouillon sur sa première période, avec une grosse occasion de gâcher à la 15e minute sur un contre. Et puis au final, il loupe son dribble et ça repart par derrière. Donc vraiment, première mi-temps, va falloir aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait de Paqueta, parce qu'on sait que Leonardo le veut au PSG. On sait que PSG mettra sûrement l'argent que nous, on a mis sur Paqueta, alors que pourtant, je pense qu'il a vraiment perdu de sa hype comparé à quand il est arrivé de Flamengo. Donc, je pense que si on arrive à le revendre 30-35 millions au PSG, ce sera une très bonne affaire et ce sera un souci en moins. Ce sera peut-être 35 millions qu'on pourra remettre sur un Sabitzer ou quoi. Et voilà, je pense que Paqueta va falloir aussi, j'ai pas forcément envie de le vendre, mais si on a une offre alléchante d'un PSG ou d'un quoi, va falloir vraiment y songer parce que pour l'instant, c'est plus un problème qu'une solution. On a très peu vu de belles performances de Paqueta. Et enfin, troisième flop, Zlatan, tout simplement parce que je trouve qu'il n'a pas apporté ce qu'un joueur de sa trempe devait apporter sur ce match. Voilà, messieurs, on a fini avec les flops. On va passer à un débat maintenant sur l'AC Milan. Donc Théo, présente-nous le débat parce que ni Yann ni moi ne savons de quoi nous allons parler aujourd'hui. Écoutez, je me suis penché sur la performance de Lucas Paqueta hier. Et donc voilà, nouvelle mauvaise performance, comme tu le soulignais très justement, pour le numéro 10 brésilien formé à Flamengo. Seulement, si on se pense un petit peu sur les matchs intéressants que Lucas Paqueta a pu faire depuis cette reprise, on remarque qu'il y en a deux. Il y a le premier face à l'Aspal, en 1er juillet de partout. Et il y en a un deuxième où il a été tout aussi remarquable. C'est face à la Juventus, le premier match de reprise, le 12 juin. Le point commun entre ces deux rencontres, il est très simple. Lucas Paqueta a été positionné numéro 10. Depuis que des changements. Il a été positionné lors du 4-2 sur le couloir droit, pardon. Il a été repositionné face à Naples aujourd'hui, couloir gauche. Il a été positionné couloir droit face à la Lazio. Enfin, beaucoup de changements qui me font amener à la chose suivante. Comment amener et répartir correctement un trident offensif derrière Zlatan quand on a autant d'options? Moi, j'ai un premier avis tranché là-dessus. C'est que pour moi, la polyvalence de nos trois milieux offensifs, elle est représentée par deux milieux de terrain, Hakan Çalhanoğlu et Giacomo Bonaventura, qui sont les seuls pour moi à disposer de profils suffisants pour évoluer soit dans l'axe, soit sur le couloir. Pour le reste, et on le voit très bien avec Lucas Paqueta, c'est ne pas lui rendre service que de le mettre sur le côté. Déjà parce que dans son cursus de formation au Brésil, il a toujours été positionné dans l'axe. On en avait parlé la semaine dernière, mais son match face à la Juventus, la première mi-temps, il est constamment rentré dans l'axe avec Zlatan qui plus est joue de manière reculée pour son âge et Rebic qui part souvent de loin pour se projeter devant. Ça faisait un amas de trois joueurs complètement perdus alors qu'on est censé prendre des espaces quand on joue à trois milieux derrière l'attaquant. Et voilà, c'est un positionnement qui est chaque fois douteux quand il est mis sur les côtés. Et heureusement, j'ai envie de dire, un match ou une copie qui est bien plus intéressante quand il est positionné dans l'axe. Son positionnement sur le côté me fait une nouvelle fois douter. Pioli l'a fait jouer à gauche, l'a fait jouer à droite. Maintenant, depuis cette reprise, ces deux matchs clés face à l'Asfal et en Coupe d'Italie face à la Juve, il était numéro 10. Et pour moi, il fait de très belles rencontres sur ces deux matchs-là. Les rencontres où il est positionné sur le côté, généralement, son sort s'arrête à la 45e puisqu'il est remplacé en deuxième période. Ma question semble donc légitime. Est-ce que Paqueta doit on va dire,
être au centre d'une adaptation tactique de la part de Stefano Pioli qui doit faire ce choix d'installer Paqueta au poste de numéro 10? Ou est-ce que comme il le fait actuellement, il peut se garder le droit de le changer, de le mettre couloir droit, couloir gauche ou même à droite en espérant qu'il s'en sorte ou en prenant ce parti pris de le faire sortir à la 45e pour amener à une réorganisation tactique si ce positionnement dans un des couloirs ne correspond pas aux Brésiliens? Elle est là mon interrogation. Pour moi, déjà pour revenir juste très court sur Paqueta, c'est un joueur que j'adore. C'est pour ce genre de joueur qu'on regarde du foot à la télé. C'est pour ce genre de joueur qu'on a envie d'aller au stade, voir quelques petites choses spectaculaires, quelques crochets, quelques dribbles. Donc pour moi, c'est un joueur qui est vraiment magnifique dans son jeu. Après, je ne comprends vraiment pas pourquoi le changer toujours de rôle. C'est un joueur très jeune qui vient du Brésil, donc qui fait son apparition en Europe depuis une année maintenant et qui a besoin d'être mis en confiance. Et j'ai vraiment de la peine à comprendre pourquoi le changer sans arrêt de rôle et le mettre sur un côté, à gauche, à droite, l'essayer un petit coup dans l'axe, alors que j'ai l'impression que ça saute aux yeux pour tout le monde, que son positionnement est vraiment en 10, en milieu offensif central. Pour moi, pour la fin de saison, j'ai envie de voir Paqueta titulaire, j'ai envie de le voir en milieu offensif central. Et comme tu l'as dit, on possède des joueurs qui peuvent s'adapter, qui peuvent jouer sur les côtés, comme Bonaventura ou Akan, qui hier en 10 passe totalement à côté de sa prestation. J'ai envie de voir ces joueurs sur les côtés, mais j'ai l'impression que vraiment Paqueta peut nous apporter ce petit plus, ce petit grain de folie en milieu offensif central. Maintenant, là, on parle de la fin de saison et j'ai presque aussi envie de voir plus loin et de penser à une éventuelle vente de Paqueta, comme l'a souligné tout à l'heure Guillaume. Et je me dis, comme on l'a parlé la semaine passée, est-ce que Paqueta trouvera sa place dans un 4-4-2 à la Rangnick avec Qui peut être un 4-2-2-2. Qui peut être un 4-2-2-2 avec deux milieux offensifs. Donc là-dessus, dans le 4-2-2-2, moi je pense au contraire qu'il peut trouver sa place chez Rangnick. Pour ma part, Paqueta, je pense vraiment que, et là en plus avec la suspension de Saelemaekers, sachant qu'on n'a plus de Castillero, c'est sûrement lui qui va devoir rejouer à droite sur la prochaine rencontre et peut-être jusqu'à la fin de saison. Donc ce ne sera pas chez Pioli qu'on verra toutes les capacités de Paqueta en tant que 10. On sait qu'à gauche, maintenant c'est Rebic qui joue à gauche, voire Leao. Donc ça va être très compliqué de voir Paqueta dans un autre registre que milieu droit jusqu'à la fin de saison. Après, en revanche, si jamais Rangnick décide de vendre un Çalhanoğlu qui est peut-être un peu plus vieux et de faire de Paqueta peut-être un titulaire et de lui apprendre ce qu'est le foot parce que c'est encore un joueur très jeune et qui peut complètement correspondre au projet de Rangnick qui, dans un 4-2-2-2, je le rappelle, où deux finalement ce ne seraient pas des milieux droit, milieu gauche, mais bien des milieux offensifs un peu plus larges, mais quand même qui peuvent répliquer dans le centre, Paqueta pourrait jouer dans le projet de Rangnick. Pour revenir sur ce que tu disais, Guillaume, je pense que c'est aussi cette idée de sacrifice qui va être déterminante sur la fin de saison. Comme tu le soulignais très justement, notre ailier espagnol Samu Castillero est blessé. Et puis c'est surtout que voilà, si on se base un petit peu sur au-delà de la composition, ce que chaque joueur apporte au terme de chaque rencontre, la titularisation de Djibra sauf blessure en pointe est quasiment imbougeable et ça se comprend. Derrière, Ante Rebic, même s'il est positionné généralement couloir gauche, on se rend rapidement compte qu'il forme un duo très intéressant avec Zlatan. Il va rester Çalhanoğlu qui va être titulaire en 10 et qui va pouvoir dévier côté gauche. Et il y a ce poste de milieu offensif droit sur lequel on ne sait pas qui mettre. Saelemaekers a peut-être été rapidement acheté par Milan pour combler ce vide-là. Castillero était là. Leao, on peut difficilement lui demander de jouer à ce poste-là. On sait que couloir gauche, il a quelques facilités, mais le couloir droit, c'est encore autre chose. Donc voilà, ça pose toujours cette question qui va devoir, on l'espère, être corrigée avec le mercato, avec peut-être l'arrivée d'un Marcel Sabitzer ou d'autres joueurs capables d'évoluer dans ce couloir droit. Mais c'est une polyvalence qui est d'autant plus impressionnante parce que on a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer derrière le buteur. Mais c'est une polyvalence qu'on doit polir et sans mauvais jeu de mots que Pioli doit maîtriser avec le temps pour être capable justement de déterminer où est-ce que chaque joueur sera le meilleur et de pas tomber dans ce gâchis ou dans cette surutilisation d'avoir autant de joueurs derrière Zlatan. Il faut que chacun y trouve son compte. Très bien. Bon, je pense qu'on a répondu à la question. N'hésitez pas à donner votre avis sur Lucas Paqueta dans les commentaires. Merci pour les retours que vous nous avez faits sur la vidéo de Rangnick. Ça nous a fait beaucoup plaisir et ça nous force à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes pour les prochaines émissions. Grand merci à Théo et Yann
pour avoir répondu présent aujourd'hui. Salut. Merci à toi, et à Guillaume. très bientôt. Ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde.